Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans ce premier épisode hors série de Kimura. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est aussi la première fois que j'ai enregistré seul un épisode. Donc là, je suis tout seul, je suis pas avec Théo, je suis pas avec Miguel, je suis pas avec Louise. Je reviens de vacances en fait, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer un épisode sur les films que j'ai vus dans l'avion. Alors, regarder un film dans l'avion, c'est un peu particulier. Étant donné que, bon, alors déjà, t'es pas chez toi, t'es pas au cinéma, et voilà, merci. T'es sur un petit écran qui est pas trop bien foutu. T'as généralement des oreillettes qui te font un peu mal aux oreilles. T'as le bruit des réacteurs. Enfin bref, globalement, regarder le film dans un avion, c'est toujours particulier. Et j'avais un peu prévu le coup. Je m'étais pris, moi j'ai un casque, c'est un Bose qui est pas dégueu en vrai. Et donc, d'origine, c'est un Bluetooth, mais on peut avoir un câble. Donc, j'ai pris un câble avec, et j'ai pu profiter déjà des films avec un son qui était acceptable, on va dire. Donc, je suis parti au Japon. J'avais quoi? J'avais 14 heures de vol pour l'aller, et pour le retour, hein. Et donc, j'ai regardé le catalogue. Alors déjà, moi, j'avais un big trauma, c'est que j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois dans ma vie, et le premier gros voyage que j'ai fait, c'était pour aller à Bali. C'était en 2011, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, on avait pris Air China, et il y avait vraiment très très peu de films en français. Il me semble qu'il y en avait 5 ou 6 au total. Et j'ai d'ailleurs vu mon premier Polanski là-bas, sans savoir que c'était un Polanski, parce que j'avais 14-15 ans à l'époque. J'ai vu bon, d'autres films. Mais bref, c'était un petit peu galère de trouver des films en français, surtout que maintenant je peux encore avoir un film en anglais ou sous-titré en anglais, et ça va pas me déranger. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Et donc là, en arrivant, c'était la Japan Airlines, donc la JAL. J'ai vu le nombre de films, il était assez conséquent. Alors déjà, ce qui est cool, c'est qu'il y avait tous les Star Wars, donc je les ai pas regardés, mais je m'étais mis ça de côté au cas où. Et voilà, il y avait plein d'autres films. Je sais qu'il y a bon, beaucoup de films récents. Alors ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y avait les deux films qui ont été faits par les frères Zavdi, je crois, c'est ça. Donc il y a The Smashing Machine, donc je vais vous en parler un petit peu après, et il y a Marty Suprême. Donc je fais la recherche en même temps pour vous dire, voilà, c'est bien les Zavdi. Donc il y a Joshua, et son frère, c'est Ben. Donc voilà, apparemment, il y a un des deux frères, je sais pas lequel, qui a eu un comportement un peu limite durant un tournage. Je crois qu'il y a eu il est question de harcèlement, ce genre de choses. Et donc les deux frères se sont chacun séparés. Un a fait Marty Suprême et l'autre a fait The Smashing Machine. Avant de parler de ce film, oh, quoique, on va direct rentrer dans le film, hein. De toute façon, j'ai pas de notes, hein, j'y vais un petit peu en mode freestyle. Donc, The Smashing Machine, si vous savez pas de quoi ça parle, je vais vous mettre rapidement le résumé. Donc, The Smashing Machine, c'est un film donc qui est réalisé par Benny Safdie. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi tiré d'un documentaire qui s'appelait aussi The Smashing Machine, qui est sorti en 2002. Et donc, l'histoire, c'est qu'à la fin des années 90, il y a Mark Kerr, qui est un champion invaincu de combat d'arts martiaux mixtes, donc de MMA, qui domine en fait la scène mondiale. Et forcément, donc il va commencer à faire des combats un peu ailleurs. Donc originellement, il est à l'UFC, donc aux États-Unis, et il va aller au Pride au Japon. Et en fait, on va suivre donc la carrière de ce mec. Et voilà, ça se passe pas comme prévu, on va dire. Alors, j'avais vu que le film c'était un gros bide. Alors, bon, déjà, il y a, je pense, un premier stress, c'est que c'est The Rock qui tient le rôle titre. Et The Rock, il est assez âgé, hein. Si je regarde là, il doit faire quoi? Il a 50 ans. Il a 54 ans, The Rock. Et il doit jouer le Mark Kerr des années 90 qui a la vingtaine. Déjà, c'est un petit peu particulier. Alors, je trouve qu'il est plus ou moins crédible dans le rôle, malgré tout. Bon, c'est The Rock, c'est un mec pour qui j'avais pas mal de sympathie à l'époque, mais je trouve que plus le temps passe, plus il m'a épuisé avec, vous avez un peu ce mème où il y a toujours The Rock dans la jungle avec un t-shirt beige un petit peu sale. On a Jumanji, Jungle Cruise, et je pense qu'il y en a d'autres, tu vois, mais je vais pas les citer. Et donc ouais, pour le coup, le film, il est classique dans son histoire, on va dire, mais j'ai bien aimé quand même la narration. Globalement, j'avais vu Uncut Gems des frères Safdie,
Et je trouve que et moi j'ai bien aimé Marty Suprême, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et The Smashing Machine, je l'ai bien aimé aussi. Dans tout le côté un peu, ça peut partir dans tous les sens. Il y a toujours une patine visuelle, alors je sais pas il y a qui à la photo, mais je trouve que dans les 2, enfin chez les Afdis en tout cas, ils font vraiment un effort du côté de la photo et malgré que c'était sur un écran, un petit écran d'avion, bah j'avais grave kiffé. En plus, bon, moi je suis, le MMA, surtout l'UFC, mais je suis aussi même les ligues françaises comme l'Hexagone et l'Ares. Et j'ai toujours entendu parler du Pride, j'ai regardé des vidéos à l'époque du Pride, c'était un truc qui m'a toujours fasciné. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une organisation donc qui a été très célèbre, il me semble, à la fin des années 90 surtout, et qui a fermé au milieu des années 2000, je crois vers 2005-2006. Et donc c'est une organisation japonaise qui fait des combats d'arts martiaux mixtes. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, il y a quand même des règles. Faut pas se dire que c'est, on a souvent appelé ça du free fight. Il y a quand même des règles et les règles, elles avaient tendance à changer. Et je trouve que c'est cool parce que c'est un aspect qu'ils en parlent dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un geste qui s'appelle le penalty. C'est tout basiquement, hein, c'est tirer dans la tête donc de son opposant avec son pied. Il me semble qu'il y a une variante donc avec le genou forcément, et c'est interdit à un moment du film et il l'utilise quand même. Donc il y a tout un quiproquo sur cette règle et tout cet aspect sur la gestion des règles. Je sais que même maintenant encore à l'UFC, il y a des règles qui changent. Par exemple, il y a le 12-6 qui est un coup de coude donc qui va de 12. Donc si vous prenez une montre de 12 heures à 6 heures finalement, et donc ces coups qui sont envoyés à la verticale, c'était quelque chose qui était assez dangereux, qui a été interdit, et là ils l'ont remis en place. Donc il y a vraiment des règles qui sont un peu changeantes. Donc, tout ça pour dire que le film était cool. Dwayne Johnson, alors j'ai regardé le film en VF, je crois, donc je sais pas vraiment trop comment est-ce qu'il joue. Je trouvais par contre que physiquement il était là, quoi. C'est assez touchant comme film. Après, donc il y a Emily Blunt qui joue sa femme. Je l'ai trouvé un poil insupportable et je pense que c'est voulu par le film et assez, ça me questionne toujours sur le fait que, bon, c'est tiré d'un documentaire, je connais pas vraiment la vie du mec, mais souvent dans ce genre de film, on a toujours le personnage féminin qui est soit un soutien très binaire, soit qui va être la pète-couille de service. C'est vraiment un truc qui m'agace. Bon, par contre, un truc que j'ai kiffé, c'est les combats. On traitera, je pense, ben, on traitera sans doute de Smashing Machine avec Théo, mais on traitera aussi, je pense, de Warrior, le film justement avec notamment Tom Hardy où ils font du MMA. Et j'avais un petit peu un problème avec ce film où je trouvais que les combats étaient pas très bien chorégraphiés. Et là, pour le coup, on y croit un peu plus. Alors vraiment, pour avoir vu même des combats de l'époque qui sont, quand on regarde des combats de MMA de maintenant et des combats de MMA de l'époque, on a l'impression que c'est pas le même sport tellement le niveau est totalement différent. Et j'avais quand même l'impression de retrouver un petit peu cette saveur des vieux combats que j'ai pu visionner sur YouTube. Donc Smashing Machine, c'est vraiment, donc ces 2 heures, c'était vraiment une bonne surprise. Je vous le conseille, franchement, si vous l'avez jamais vu, c'est assez plaisant. Il y a des acteurs justement de la scène des arts martiaux de l'époque et même encore maintenant qui sont présents. Bah, par exemple, là, je vois dans la distribution, il y a Mark Coleman. Donc Mark Coleman, c'était pareil, voilà, c'était un lutteur qui a pratiqué du MMA, qui est un mec qui est assez connu. Pareil, on a qui d'autre? Je sais qu'il y a Usyk aussi. Donc Alexander Usyk, pour ceux qui connaissent, voilà, vous voyez qui c'est, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui est invaincu en boxe anglaise. D'ailleurs, qui a gagné récemment un combat un peu controversé contre la star du kickboxing, Rico Verhoeven. Un combat qui était d'ailleurs très impressionnant parce que il s'est déroulé en fait au pied des pyramides en Égypte. Donc c'était vraiment un cadre magnifique. Et bon bref, et ce mec il est invaincu. Il a la particularité d'être un poids lourd assez léger comparé à ses opposants. Bah justement, il venait de la catégorie d'en dessous, les poids lourds légers, et il est monté chez les poids lourds. Et à chaque fois, il a pris les 4 ceintures et il a été champion contesté. Il a notamment battu Fury, mais aussi Anthony Joshua. Donc voilà, Tyson Fury ou Anthony Joshua. Il me semble qu'il a affronté Deontay Wilder aussi. Enfin bref, la boxe anglaise, je suis vraiment que de loin. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ce genre de personnage, voilà, que ce genre de sportif dans ce film-là. Ça a rajouté quand même un peu de crédit aussi. Mais voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film, sauf aller le voir parce que comme il a vraiment pas beaucoup marché, je me doute que même si j'ai une très faible audience,
il y a très peu de chances que vous ayez vu ce film. Alors franchement, foncez le voir, vous regretterez pas. Après, j'ai vu d'autres films dans l'avion, mais je les ai vus, aussi sur mon Mac. Donc j'ai pris exprès des films sur le Mac et je pense que je ferai, c'est que je ferai un deuxième épisode sans doute où je parlerai des films que j'ai vus sur le Mac. C'est très centré autour de un même réalisateur. Moi, je vais vous dire maintenant déjà qui c'est. C'est Werner Herzog. Donc ça a vraiment rien à voir avec, disons, le propos initial du podcast sur les films d'arts martiaux. Là, on est sur un mec qui fait beaucoup de documentaires. Mais voilà, ça, j'en parlerai plus tard. Je m'étais quand même noté les deux autres films que j'ai vus. Donc après The Smashing Machine, à l'aller, j'ai pas vu d'autres films, il me semble, dans l'avion. J'ai regardé le début d'Anaconda avec Paul Rudd et donc Ant-Man et avec Jack Black, donc qui joue notamment Bowser hein, ou Steve. Ou voilà. Alors Paul Rudd, j'ai rien contre lui globalement, et Jack Black, il me sort par les trous de nez maintenant. C'est vraiment un mec, je l'aimais bien quand j'étais ado et maintenant il m'agace fortement. Et donc j'ai regardé que 15-20 minutes du Anaconda. Et le début avait l'air un peu prometteur. Ça aurait pu faire un bon film de genre. Enfin, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, j'aime beaucoup les films de créatures. J'aime beaucoup Ice Cube, donc forcément je devais forcément aimer Anaconda. Et là ce remake, j'ai vraiment abandonné au bout de 20-30 minutes. Je voyais un peu où ça allait aller et je trouve ça dommage que un mec comme Jack Black qui la même année où il sort Anaconda, enfin dans les 2-3 ans où il est sorti Anaconda, il a quand même joué dans Mario qui a fait le milliard, dans Minecraft qui a fait le milliard, et là dans Mario Galaxy, la suite du Mario qui refait le milliard. Le mec prend plus de... Je lui parle, c'est comme si Jack Black écoutait ce podcast, on ne sait jamais. Mais moi, ça me fout un peu en rogne de me dire, un mec comme ça, qui, je pense, a pas mal de passe-droits à Hollywood, qui remake un film, une série B quoi des années 90, et qui décide de faire un truc super plat où il aurait pu faire des mises à mort un petit peu crades, utiliser justement des effets physiques et pas faire un truc balourd avec plein de CGI, même si j'ai un coup de CGI, mais globalement c'était assez moche. Et c'est le choix qu'il a fait en fait, de faire un film ultra impersonnel, juste lol, c'est méta et voilà, et on continue de surfer sur cette vague du méta depuis des années et des années, et c'est un poncif un peu chiant. Donc vous avez compris, j'ai pas trop aimé Anaconda. Et donc pour l'aller, on va dire que j'ai regardé globalement que ça comme film. Par contre, au retour, j'ai regardé deux autres films. Ah, attendez, je dis n'importe quoi. Je me rappelle, j'ai vu encore un autre film qui s'appelle American Fiction. Je pense que c'est comme ça, Fiction à l'américaine en français. C'est une comédie dramatique qui dure à peu près 2 heures que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors le réalisateur, j'avais déjà regardé, donc c'est Gordon Jefferson, qui a notamment, il me semble, travaillé sur la série Watchmen Before, il me semble. J'ai regardé sa fiche IMDb tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur cette personne? Alors, il a bossé sur The Good Place en tant que scénariste, Master of None, Watchmen, donc du coup la série, et donc American Fiction, fiction à l'américaine. Euh, c'est des séries qui sont très réputées. Je les ai jamais vues. Je crois The Good Place, j'ai regardé 2-3 épisodes, ça a l'air vraiment cool. Donc je pense que je regarderai parce que j'ai vraiment bien aimé donc ce American Fiction. Globalement, ça parle en fait d'un écrivain. Qu'est-ce qu'il a fait cet écrivain C'est un ouais, je crois qu'il est écrivain et prof. Et en gros, il essaye de vendre ses bouquins, enfin c'est du coup ses manuscrits à des maisons d'édition. Et à chaque fois, il se fait un peu refuser parce que justement, son propos il est un peu trop intellectuel d'après ses pairs. Et donc forcément, lui, il est frustré parce que il veut parler de sujets qui lui sont chers, donc notamment la condition des Afro-Américains aux États-Unis, mais d'une manière plus intelligente que justement les poncifs qu'on a très souvent, même là actuellement dans notre société. Et donc justement, ce qui est drôle, c'est qu'il va être confronté à une autrice qui elle a un immense succès, et justement parce qu'elle a publié un livre qui reprend tous ces poncifs-là sur les Noirs qui viennent du ghetto, qui parlent avec un argot, et du coup toute la problématique, enfin une des nombreuses problématiques de ce film-là, c'est de traiter la présence des Afro-Américains dans les films, dans les fictions et tout, comment est-ce qu'ils sont représentés, et c'est souvent comme des gens voilà ou qui sont violents ou qui sont forcément drôles, enfin c'est toujours sous forme de clichés, et donc le fait qu'on l'on considère donc les Afro-Américains et globalement les Noirs
voilà, comme ces archétypes-là, bah, ça fait qu'ils peuvent pas sortir de ces carcans-là et être bah, juste considérés comme des êtres humains en fait. Et donc c'est un des thèmes qui est abordé par ce film. Après, il y en a plein d'autres. Étant donné que c'est un mec qui a du mal à joindre les deux bouts, c'est un petit peu compliqué dans sa vie. Il retourne voir sa mère qui est malade. Il y a toute une partie avec sa sœur et son frère aussi. Donc c'est un film qui à la fois est social, mais aussi très très loufoque dans le traitement de ses personnages. Lui, en gros, ce qu'il va choisir de faire, c'est un soir, en fait, il va être ivre et il va se dire, bah, en fait, moi aussi, je peux écrire ce genre de fiction. Et il commence à écrire une fiction de ce genre et il va en parler avec directement avec son éditeur, qui va vouloir la publier en trouvant ça génial. Bien sûr, lui, le lendemain, en gueule de bois, il se dit non, non, c'est de la merde. Et finalement, tous les deux vont jouer un petit peu ce jeu de se dire, ok, publie-le sous une fausse identité, et c'est ce qu'il va faire. Il va même changer le nom du bouquin, il va l'appeler Fuck, pour être subversif. Vous avez pas vu, mais je fais des guillemets. Et il se moque pas mal de ce genre de choses. Et voilà, donc c'est globalement un film qui est assez chouette. Je le conseille pas à tout le monde. Bon, déjà, il y a tout le caractère social et tout. Enfin, moi, je kiffe ça et tout. Je sais qu'il y a plein de gens, ça leur gonfle un petit peu. Pareil, ben, c'est un film qui a ouais, tout le côté drame et comédie américaine. Je trouve que le mélange, il est savamment bien mis. Je vais pas trop dévoiler l'intrigue, mais c'est vrai que je trouve que la fin, il y a un peu un aveu de faiblesse. On retourne un peu dans du méta d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a un peu un aveu de faiblesse où j'ai l'impression que je savais pas, j'ai l'impression que le réalisateur savait pas trop où il allait. Après, voilà, globalement, c'était un bon film. J'avais passé un bon moment. Et pour le coup, c'est un très bon film d'avion parce que tu rigoles et t'oublies qu'il y a des turbulences. Et moi, qui ai peur de l'avion, franchement, c'était plutôt cool. Voilà pour ce qui est des films donc j'ai vus à l'aller. Et donc au retour, qu'est-ce que j'ai maté? J'ai maté donc deux films dans l'avion. Le diable s'habille en Prada et l'autre film c'est Quand Harry rencontre Sally. Donc on va déjà parler du diable s'habille en Prada. Je pense que le diable s'habille en Prada c'est peut-être le film le plus connu là que je vais traiter. C'est un film, j'en ai entendu parler depuis que je suis jeune. Je sais que même dès que j'étais au collège ou au lycée, j'entendais des filles de ma classe aduler ce film, enfin le trouver vraiment cool. Bref, j'ai souvent entendu des gens parler de ce film en bien. C'était l'occasion, d'ailleurs, il y a la suite qui est sortie et je me suis dit, il faut que je regarde ce film-là parce qu'en plus, il y a le podcast anciennement Shitlist Pic Cinéma, voilà, qui a fait un épisode dessus, donc je me suis dit, il faut que je regarde ce film. Comme ça, je pourrai après écouter le podcast, enfin voilà. Et donc, qu'est-ce que ça vaut pour moi, le diable s'habille en Prada? Ben, c'est vraiment très compliqué, hein. Moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a donc Anne Hathaway qui veut être journaliste, il me semble, et finalement qui va décrocher comme premier emploi, en gros, un rôle d'assistante rédactrice, mais dans un magazine de mode. Et c'est un univers qui est ultra codifié. Bien sûr, à la tête de ce magazine, on retrouve Meryl Streep, donc qui joue Miranda Priestley, donc qui est une bosse affreuse. Voilà, si vous avez des problèmes avec vos supérieurs, voilà, vous reconnaîtrez peut-être dans ce film. En tout cas, film donc qui se veut être une comédie. Ils disent comédie drame sur Google. Je trouve que c'est plus une comédie. Il y a pas trop de pleurs. On passe vite fait par quelques petites étapes un peu sombres de la vie de certains des personnages, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Au niveau des autres acteurs, il y a aussi Emily Blunt, il y a Simon Baker qui est le mentaliste, et on a aussi Stanley Tucci, qui est peut-être, non, qui est mon personnage préféré de ce film, qui joue un mec qui bosse justement, qui est très bien placé dans ce magazine, et qui va être le gars qui va conseiller justement Anne Hathaway pour que elle soit relookée et que justement elle passe mieux auprès de ses pairs. Globalement, c'est Anne Hathaway qui va recevoir plein de missions absurdes, pas forcément difficiles, mais une accumulation de plein de missions de la part de Meryl Streep. Et voilà. Et le film se résume à ça, et c'est une succession de gags. Ouah, globalement, ça m'a pas vraiment plu parce que le pitch de base, il est vraiment cool. Genre Meryl Streep en vraiment en patron, en Cruella d'enfer quoi, qui va mener la vie dure à Anne Hathaway. Et je trouvais que ça, vraiment sur le papier, c'était cool, tu vois, avec Stanley Tucci un peu en mentor qui peut l'aider. Et puis tu te dis Emily Blunt, elle va peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, on sait pas trop. Et en fait, c'est les mêmes poncifs pendant tout le film. C'est j'arrive dans le bureau,
je suis pas aimable, je te donne 20 missions, c'est ultra dur de toutes les mémoriser, et puis au début tu galères, et puis après tu vas réussir, et puis après, il y a une ou deux fois où tu fais des erreurs, donc c'est compliqué, et puis au final, ok, je t'accorde un petit peu de confiance, tu vas venir avec moi faire une mission, et puis à la fin, voilà, on se rend compte que, sans déconner, Meryl Streep, elle a mis sa vie de côté pour tout mettre dans son job, mais en même temps, elle kiffe un petit peu ça. Enfin, voilà. Et puis le personnage d'Anna Hathaway qui au début je trouvais très intéressant. En fait, tu te rends compte, enfin, ouais, clairement, c'est dit par son petit copain que tu as changé de comportement pour des belles sapes, tu vois. Et sauf qu'au début du film, moi j'ai l'impression qu'elle mettait juste les belles sapes pour se fondre dans la masse. En fait, t'as l'impression que du coup, elle devient un peu accro à ses robes Chanel et tout ça. Bon, bref. Vraiment pas terrible. Je vous le conseille quand même si vous l'avez jamais vu, histoire de vous faire votre propre avis. Je conseillerais toujours de regarder des films, sauf cas exceptionnel. Mais voilà, Le Diable s'habille en Prada, je l'ai vu, je regarderai peut-être la suite. En tout cas, c'est sûr, c'est que j'écouterai le podcast de Pic Cinéma. Alors, sinon, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Quand Harry rencontre Sally. Alors, je vais regarder quand même, ça a été réalisé par qui ça? Donc, Quand Harry rencontre Sally. Donc, c'est un film de 89 qui est réalisé par Rob Reiner, ok. Alors Rob Reiner, j'ai regardé quelques-uns de ses films. Je me suis pas encore trop plongé dans sa filmo, mais je trouvais qu'il avait fait des films sympas quand j'avais regardé sa fiche Wikipédia. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a fait que j'ai vu? Mais il a fait Misery, voilà, c'est Misery que j'ai vu. Et je crois que j'en ai vu un autre. J'ai vu j'ai vu Stand By Me aussi. Stand By Me qui était vraiment chouette et Misery, moi j'adore Misery. Bref, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, c'est ce personnage d'écrivain qui va finir après un accident de voiture, il va être recueilli par une fan de son bouquin et il a une jambe cassée, quelque chose du genre, et donc il peut pas tout de suite partir et elle va l'obliger à réécrire l'histoire parce que les déroulés du roman ne lui plaisent pas. En bref, c'est vachement cool. Et Stand By Me, pareil, c'est des gosses, je l'avais déjà recommandé dans le podcast, il me semble. C'est des gosses, en fait, qui, dans les années 50, qui vont se réunir et qui vont dire, si on marchait pendant 2 jours, pour aller voir un cadavre. Et globalement, c'est ça, sur 1h20, mais, c'est assez cool. Et donc, c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand Harry rencontre Sally, c'est un petit peu dans la même vibes que Stand By Me sur certains points. Enfin, donc ce que ça raconte, c'est que c'est donc Sally et Harry donc qui vont se rencontrer à plusieurs moments de leur vie. Donc tu les vois, ils se rencontrent initialement, ils prennent la voiture ensemble pour aller à New York. Et après ils vont faire leur vie à New York. Et 5-6 ans plus tard, ils se rencontrent de nouveau. Et puis la force des choses vont faire qu'ils vont devenir amis. Puis après, finiront-ils ensemble? On sait déjà un petit peu, mais voilà, c'est pas grave. C'est un film avec Carrie Fisher d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et il y a un autre mec que j'ai bien aimé, c'était Bruno Kirby qui est décédé. J'ai vu ça aujourd'hui, qui était décédé à 57 ans et qui a joué dans pas mal de films. Donc je m'intéresserai peut-être un peu à sa filmo parce que j'ai bien aimé l'acteur. Voilà. Donc film vraiment drôle, je trouve. Il y a plein de petites punchlines sympas. J'avais déjà vu, je crois, une ou deux scènes, parce que, par exemple, depuis que je suis jeune, je suis des pages comme Allociné, enfin, c'est vrai que je les suis un peu moins maintenant, mais qui mettaient des extraits de films. Et j'avais dû voir un ou deux extraits, notamment, il y a un extrait où Sally veut prouver donc à Harry que les femmes simulent au lit et qu'il est peut-être pas en capacité de percevoir qu'elles sont en train de simuler. Et donc, en fait, elle va simuler un orgasme en plein milieu d'un diner. Donc, c'est une scène, pour moi, qui m'a un petit peu gêné, sachant que j'étais dans un avion et qu'il y a des gens à côté de moi. Mais, mais voilà. Franchement, le film est cool. C'est les films good vibes, années 80, début 90. On a vraiment ce que j'aime bien dans cette époque-là, c'est qu'on a des films qui vont vraiment droit au but. Il y a pas, je trouve, des scènes d'exposition pour rien. Il y a vraiment tout s'enchaîne plutôt bien. Je trouve que sur certaines idées, il a bien vieilli en fait, parce que c'est un peu compliqué. Quand on commence à regarder des films de cette époque-là, toujours le rapport au couple, le rapport au sexe, le rapport à la femme, bref. Quand on regarde des vieux films, des fois, c'est un peu mal vieilli au niveau de certains propos qui sont tenus et tout. Et là, je trouve que ça allait. Alors peut-être que y a des choses qui n'allaient pas. En tout cas, quand j'ai vu le film, j'ai pas été trop choqué. Je trouve que en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours
on contrebalance toujours. Si maintenant Harry, il a des comportements qu'on pourrait dire problématiques aujourd'hui, il y a toujours Sally qui va lui faire une réflexion, et il y a toujours ce duo marche plutôt bien. Donc franchement, pareil, c'est peut-être le deuxième film le plus connu après Le Diable s'habille en Prada. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Moi, c'est vrai que j'ai passé un excellent moment devant ce film dans l'avion. Et donc voilà, globalement, c'était tout pour ce film. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Les vannes marchent plutôt bien. Il y a 2-3 fois où j'ai mis pause pour raconter les blagues à ma copine. Alors forcément, quand tu racontes la blague, c'est un peu moins drôle. Mais je lui disais, franchement, le film est drôle. Voilà. Donc peut-être que je le regarderai de nouveau avec elle. Ça serait peut-être, ça pourrait peut-être être sympa, tiens, que j'ai son avis. Donc ça, c'est, disons, la première partie de ce hors-série. Je pense que je ferai sans doute un deuxième épisode où je parlerai donc des films de Werner Herzog et d'un autre film que j'ai vu de Martin Scorsese. Parce que j'ai une petite side quest là depuis cette année, je crois, c'est de regarder tous les films de Scorsese. Scorsese et Clint Eastwood, j'essaie de regarder un peu tous les films, et pour Scorsese, il me manque pas beaucoup, donc voilà. Donc petit à petit, je l'ai fini, et voilà. Et là, c'était l'occasion, avec un long voyage comme le Japon, de regarder au moins un petit Scorsese. Voilà, j'avais pas grand-chose d'autre à dire. Je vous mens pas que j'ai enregistré tout seul. Je sais pas si j'ai trop parlé, si j'ai parlé trop vite. Je pense que j'ai pas mis assez de pause entre mes phrases. Peut-être la peur du vide, la peur de l'inconnu, le mec qui part en couille. Non, mais j'espère que ce sera assez structuré, que ce sera écoutable. J'ai enregistré ça de manière un peu spontanée, et je vais essayer de faire à l'avenir un peu plus d'enregistrements spontanés pour juste vous parler d'un film chouette que j'ai vu ou ce genre de choses. Je sais que le podcast Tales from the Click, TFTC, il fait un petit peu ça. Il se pose chez lui et puis il parle de 3 films qu'il a vus, et voilà. Et je trouve que le concept, il est bien, et en vrai, je me verrais bien faire ce genre de choses, parce que des fois, je regarde des films et je me dis, ben mince, je peux pas vraiment en parler. Alors j'en parle des fois avec certains de mes proches, mais je trouve que c'est un bon exercice de s'enregistrer et d'en parler, parce que forcément, plus tu parles de films, plus tu aiguises un petit peu ta critique, t'as de plus en plus de facilité à parler de certains sujets. Là, je sais qu'il y a certains points que j'ai abordés où j'ai un peu galéré, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, en tout cas, je vous remercie. C'est vrai que on n'avait pas publié vraiment d'épisode. Enfin, j'avais publié l'épisode sur Crit sur YouTube, et je l'avais planifié justement sur l'application PodCloud, mais je crois que ça a un peu buggé, donc ça s'est pas mis en place. Et après, moi, au Japon, j'ai fait 2 semaines, mais 2 semaines vraiment effrénées. Ce sera peut-être l'occasion de faire un podcast sur le Japon, j'en sais rien, peu importe. Mais j'ai pas eu trop le temps du coup de m'occuper des réseaux sociaux. Et du coup là, je vais essayer de revenir, d'être un petit peu plus sur les réseaux, d'être plus constant. Et je suis super content parce que j'ai suivi des podcasts qui ont commencé il y a très peu, notamment Écran gênant. Et eux, je vois qu'ils sont à fond sur les podcasts. Enfin, oui, ils sont à fond sur les podcasts, ils sont à fond sur Instagram et tout. Ils font plein de choses. Donc franchement, c'est ce genre de podcast-là, tout récent, et c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Et je vais voilà essayer de mon côté de faire aussi des petits trucs cool comme eux. Voilà, en tout cas, s'ils m'écoutent, je les salue. Et puis si vous savez pas trop quoi écouter comme podcast, je vous conseille vraiment Écran gênant. C'est une équipe donc de 4 personnes. Alors je connais pas leur prénom, mais c'est une équipe de 4 personnes qui va traiter des films qui globalement sont des films qui pouvaient être dans les vidéoclubs à l'époque. Alors moi, je suis trop jeune pour avoir connu les vidéoclubs, mais il y a un peu une même direction artistique, on peut dire. On va retrouver Karate Kid, Jurassic Park. Là, ils ont fait un épisode, je sais, dernièrement sur The Faculty que j'ai vu, que j'ai vraiment kiffé. Et là, ils en ont fait. Ils vont sortir un épisode sur Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc pareil, il y a certains de ces films que j'ai vus, d'autres non, mais ça me fait toujours une petite piqûre de rappel de ce qu'il y a des années 80-90. Et si vous, c'est aussi un peu votre cam, ce cinéma-là, ben je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce podcast-là. Finalement, c'était un peu ma recommandation, hein. Je vous recommanderais le podcast donc Écran gênant, et puis je vous recommande aussi d'aller au Japon si vous avez un jour l'occasion d'y aller, que vous avez les moyens. Je sais que c'est pas forcément donné, mais c'est un très très beau pays. Vous n'êtes pas obligé d'être fan de manga, d'anime ou je ne sais quoi pour profiter vraiment de ce pays. C'est un très très beau pays. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Je vous remercie. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Ce sera soit un hors-série, soit un épisode sur un film. Je n'ai encore rien organisé. Voilà. Bon, écoutez, portez-vous bien et puis à plus.